Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous la présenter, mais heureusement que j'ai attendu, parce que du coup il y a eu un documentaire sur Netflix sur cette affaire qui est très intéressant et qui est certainement et sans aucun doute possible beaucoup plus intéressant que la vidéo que je vous prépare. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Netflix, bah écoutez, tant mieux, comme ça vous découvrirez l'affaire avec ma vidéo. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis bah, je vous dis à tout de suite. My parents died because Jens and I were obsessed with each other, and he was jealous of anything else other than my life. L'histoire d'aujourd'hui démarre en 1985 aux États-Unis dans l'État de Virginie, mais plus précisément à Lynchburg, dans le comté de Bedford. À cette époque, Lynchburg, c'est un coin plutôt tranquille qui compte environ 60 000 habitants. C'est le genre d'endroit où tout le monde fait confiance à tout le monde et où il ne se passe pas grand-chose. Sauf que le mercredi 3 avril 1985, dans l'après-midi, le 911 reçoit l'appel d'un habitant de Lynchburg qui déclare à l'opérateur qu'il n'a plus de nouvelles de ses voisins depuis plusieurs jours. Derek et Nancy Haysom avaient prévu de dîner avec lui 2 jours plus tôt, mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas prévenu et ils ne sont pas chez eux. Ça leur ressemble pas. C'est un couple d'un certain âge qui a le respect des convenances. Là, le signalement du voisin est tout de suite pris au sérieux par la police puisque le couple Haysom est assez connu dans le comté. Nancy et Derek sont riches et ils font partie du gratin de la région, comme on dit. Une voiture de patrouille se rend à leur domicile à Lynchburg, c'est une immense maison assez isolée, mais lorsque les agents frappent à la porte, personne ne leur répond. Et il n'y a aucun bruit en provenance de l'intérieur. Bon, alors en soi, c'est pas quelque chose de très alarmant, mais pour s'assurer que tout va bien, les agents de police interrogent le voisinage des Haysom pour savoir si quelqu'un les a vus dernièrement. Et là encore, personne ne les a vus depuis plusieurs jours et on ne sait pas où ils se trouvent. À 18 h, les agents de police obtiennent finalement un mandat de perquisition pour pénétrer à l'intérieur de la maison et lorsqu'ils rentrent, c'est une scène d'horreur. Le corps de Nancy repose dans la cuisine et elle gît dans une mare de sang. Derek, lui, se trouve devant la porte du salon et il est lui aussi recouvert de sang. C'est un massacre, les gars. Il y a du sang de partout, au sol et sur les murs. On s'est acharné sur eux. Les agents de police sont choqués, pour vous dire. Là, on parle quand même d'une femme de 53 ans et d'un homme de 72 ans dans un quartier résidentiel très huppé, tué dans des conditions horribles. Nancy est en tenue d'intérieur, elle porte une sorte de peignoir ou de robe d'intérieur et elle a ses chaussures. Et comme je vous l'ai dit, elle est allongée sur le côté en plein milieu de la cuisine. Elle semble avoir reçu une dizaine de coups de couteau et elle a été égorgée. Derek est lui aussi allongé sur le côté près de la porte qui donne de la salle à manger au salon et il est habillé. Et comme son épouse, il a été poignardé à d'innombrables reprises et il a été égorgé. A priori, ils ont été égorgés post-mortem ou pendant qu'ils agonisaient. Et leur mort remonte à plusieurs jours. La table de la salle à manger a été préparée, c'est-à-dire que 2 assiettes et les couverts sont posés, ce qui laisse penser qu'ils s'apprêtaient à manger quand ils ont été tués. Ce qui explique aussi pourquoi on a retrouvé Derek près de la porte de la salle à manger et Nancy dans la cuisine. Sans doute que Derek essayait de fuir en direction de la cuisine. Et là, la première hypothèse à laquelle pensent les enquêteurs, c'est qu'il pourrait s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné. Après tout, la maison est isolée dans un comté huppé. C'est tentant comme hypothèse, ça, non ? Le problème, c'est que rien n'a été volé dans la maison. On n'a pas touché aux bijoux de Nancy et dans le vestibule de la maison, on n'a pas non plus touché à son sac, alors qu'il contient une grosse somme d'argent liquide. Et de toute façon, qui massacre 2 personnes comme ça lors d'une tentative de cambriolage? Là, ils ont été poignardés à de nombreuses reprises et égorgés. On a voulu leur faire du mal, on voulait qu'ils souffrent. Mais pourquoi? Et qui? La cellule scientifique analyse les photos de la scène de crime et ce qu'ils parviennent à mettre en évidence, c'est une empreinte de basket au milieu de la scène de crime en taille 38-39 et une empreinte de pied. Alors pied avec une chaussette puisqu'on voit bien l'empreinte de la chaussette et là la taille c'est du 42-43. Mais c'est pas tout. À proximité de Derek, ils pensent distinguer au milieu des traces de sang le signe 666 tracé au doigt. 666, comme le signe de la bête. Un crime satanique dans la région, en plein milieu des années 80, en pleine panique satanique aux États-Unis.
Bon, disons que ça aurait du sens, vu la façon dont Derek et Nancy ont été tués, mais autant vous dire que lorsque la nouvelle fait le tour du comté et de la région, c'est la panique. Un double meurtre satanique dans un quartier huppé, ça laisse personne indifférent à cette époque. Mais ça ne répond toujours pas à la question de qui a fait ça. La cellule scientifique a retrouvé du sang avec un profil génétique sur la scène de crime à côté de Derek et le profil CO. Mais on est dans les années 80, on n'a pas encore les techniques actuelles, donc un profil génétique c'est bien mais c'est pas assez. D'autant que le groupe O c'est à peu près 40% de la population américaine à ce moment-là. On a également retrouvé du sang dans le lavabo de la salle de bain et ce que ça laisse penser c'est qu'on s'est nettoyé après avoir commis les meurtres. On a aussi retrouvé un cheveu court dans le lavabo et il ne correspond pas aux cheveux des victimes. Et dans la mesure où la maison est très grande, ce que les enquêteurs pensent c'est que là où les personnes qui ont fait ça devaient connaître un peu la maison pour savoir comment se rendre dans la salle de bain. L'entourage de Derek et Nancy est interrogé, les enquêteurs leur demandent s'ils savent qui aurait pu vouloir du mal à Derek et Nancy, mais tous sont unanimes. Ils ne leur connaissent aucun ennemi proche ou lointain, a priori. Derek William Reginald Haysom est né en mars 1913 en Afrique du Sud, mais il est d'origine canadienne. Ce que l'on sait de son parcours, c'est qu'il a un frère David avec lequel il s'entend bien, et lui et David ont grandi dans un environnement plutôt sain et aimant. Après l'obtention de son diplôme, Derek a monté sa propre usine de sidérurgie et ça a tout de suite marché. Ça lui a permis de devenir riche, c'est clair, mais ça lui a aussi permis de devenir influent dans ce secteur. En 1945, il a rencontré sa première épouse, Elsie Isabel Johnson, avec laquelle il a eu 3 enfants, Varian, Julian et Fiona. Cela dit, peu après la naissance de leur petite dernière, ils se sont séparés. Et c'est en 1960 qu'il a rencontré aux États-Unis sa seconde épouse, Nancy Astor Benedict. Nancy avait 28 ans et elle aussi avait déjà été mariée une première fois. Elle avait d'ailleurs eu 2 garçons de sa première union, Howard et Richard, qui ont d'ailleurs pris le nom de famille de Derek après le mariage de Nancy et Derek en 1960. Et c'est en avril 1964 que Derek et Nancy accueillent leur seul enfant en commun, Elizabeth, ou Liz comme tout le monde la surnomme. Liz, c'est la petite dernière de cette grande famille recomposée, donc forcément c'est le petit chouchou, le rayon de soleil. Elle a eu une scolarité assez compliquée, elle a notamment été envoyée en école privée en Europe depuis son enfance, mais à l'adolescence ses parents l'ont transférée aux États-Unis afin de la cadrer. Et depuis, tout semble être rentré dans l'ordre. En théorie. Au moment du meurtre de ses parents, Liz a 20 ans et elle ne vit plus avec eux. Elle étudie à l'université de Charlottesville et elle a son appartement là-bas. Alors Charlottesville, c'est dans le même état que Lynchburg. Cela dit, c'est environ 2 heures en voiture. Donc Liz rentre régulièrement à Lynchburg pour voir ses parents. Et justement, lorsque les enquêteurs interrogent les enfants de Nancy et les enfants de Derek, l'un des fils de Nancy, Howard, déclare qu'il a parlé à sa mère quelques jours avant son meurtre et elle lui avait dit qu'elle avait prévu de dîner avec Liz le week-end de son meurtre. Elle devait venir avec son petit copain, Jens Swearing. 5 jours après les meurtres, Liz est à son tour interrogée par la police et ce qu'elle affirme, c'est que non, ce week-end-là, elle n'avait pas prévu de voir ses parents. Ce week-end-là, son petit copain et elle ont loué une voiture et ils sont partis en escapade amoureuse à Washington District. Ça faisait un petit moment qu'ils avaient envie de visiter la capitale. Donc le vendredi soir, ils ont pris la route pour Washington District. Ils ont fait un petit peu de tourisme le lendemain dans la matinée. Ils sont ensuite allés au cinéma le soir du 30 mars. Donc au moment du meurtre de Nancy et Derek, ils ont mangé dans leur chambre d'hôtel et le dimanche, ils sont rentrés à Charlottesville. Donc non, elle n'était pas à Lynchburg ce week-end. Elle a même conservé les tickets de cinéma et la société de location de véhicules pourra confirmer qu'ils ont bien loué une voiture. Ok, mais ce qui surlupine les enquêteurs quand ils interrogent Liz, c'est son attitude. Elle ne montre aucune émotion. Elle vient de perdre ses 2 parents dans des conditions atroces, mais elle ne semble pas affectée. Elle demande même si elle peut avoir une cigarette. Et au fur et à mesure de son interrogatoire, les enquêteurs sentent que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Elle a l'air bizarre, cette fille. Mais bon, elle a un alibi a priori. Donc après son interrogatoire, Liz repart et les enquêteurs récupèrent le contrat de location du véhicule que Liz a loué ce week-end-là. Et tout de suite, ils remarquent un détail très intéressant. Pour aller de Charlottesville à Washington District, il faut compter environ 190 km. Donc c'est quoi? 380 km aller-retour. Pourtant, sur le contrat de location, l'agence a indiqué que la voiture a roulé 1076 km. La voiture a roulé presque 3 fois plus de kilomètres que ce qu'a affirmé Liz. Elle avait pourtant dit qu'ils sont restés 2 jours à Washington, ils ont fait un petit peu de tourisme, mais ils se sont rendus au cinéma, ils ont mangé à l'hôtel. Donc quoi, même si la voiture a roulé pendant 2 jours, même s'ils ont fait du tourisme pendant 2 jours à Washington District, ça n'explique pas ce kilométrage. Mais
Si la voiture a roulé de Charlottesville à Washington District, puis de Washington District à Lynchburg, de Lynchburg à Washington District, et enfin de Washington District à Charlottesville, on attend environ 1070 km. Tiens donc. Le 16 avril, les enquêteurs se rendent à Charlottesville pour interroger Liz une deuxième fois. Le but, bien sûr, c'est de faire toute la lumière sur cette histoire troublante de kilométrage. Et là encore, elle est calme et coopérative. Elle accepte même de leur donner ses empreintes, puisque c'est la procédure habituelle. Et quand les enquêteurs lui parlent du kilométrage incohérent sur la voiture de location, elle leur explique que c'est normal. En fait, elle et Yen se sont perdus à plusieurs reprises pour se rendre à Washington District. Ouais, bon, enfin là c'est une exploration en terre inconnue, hein. On parle quand même de 700 km de différence. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est Lyon-Rennes. Mais Liz maintient son explication, ils se sont perdus. Ok. Les enquêteurs lui demandent où se trouve Jens parce qu'ils n'arrivent pas à le joindre, ils veulent pouvoir l'interroger à son tour. Et là, elle leur répond qu'il n'est pas très disponible en ce moment, mais elle va lui passer le message et il va les recontacter. Pas de panique. Sauf qu'à partir de là, Jens s'évapore. Les enquêteurs se rendent à plusieurs reprises sur le campus à Charlottesville, mais personne ne sait où il se trouve. Bon, à ce moment-là, il n'est pas encore suspecté officiellement, puisqu'il n'y a aucune preuve matérielle contre lui, rien. Dans la maison des Haysom, on a retrouvé quoi? Un profil génétique, une empreinte de basket en taille 38-40 et une empreinte de pied de taille 42-43. Mais c'est tout, et c'est rien honnêtement. Donc on peut pas lancer un mandat d'arrêt contre lui aussi facilement. C'est pas aussi simple que ça. D'autant que Jens est le fils d'un diplomate allemand. Et quand bien même il a disparu du campus, il a le droit de disparaître du campus. Un citoyen libre qui a le droit de faire ce qu'il veut. Et pendant des mois, l'enquête est au point mort. La police a bien sûr quelques doutes à présent, même si pour le moment il n'y a aucun mobile qui ressort après avoir interrogé l'entourage de Derek et Nancy. Et il faut attendre le mois de septembre pour que les enquêteurs retournent chez Liz pour prélever son sang et prendre une empreinte de son pied cette fois. Le but, c'est de la comparer à l'empreinte retrouvée chez ses parents. Mais ça ne colle pas, ou plutôt c'est pas concluant. Son pied peut correspondre à l'empreinte de basket, mais pas à l'empreinte de pied qui est beaucoup trop grande. Et son profil génétique ne correspond pas à celui retrouvé dans la maison. Et toujours aucune nouvelle de Jens. Mais le 6 octobre, il se présente spontanément au commissariat de Bedford pour être interrogé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son profil étonne les enquêteurs. Jens a 18 ans, il est allemand, comme je vous l'ai dit, c'est le fils d'un diplomate, et c'est un jeune homme particulièrement brillant et intelligent. Il étudie dans la même université que Liz depuis la rentrée 1984, et c'est d'ailleurs au mois d'août qu'ils se sont rencontrés sur le campus. Et ça a été un coup de foudre, comme dans les plus belles romances. Ils ont la même sensibilité pour la littérature et l'écriture. D'ailleurs, depuis leur rencontre, ils s'écrivent de longues lettres dans lesquelles ils se dévoilent l'un à l'autre leurs émotions, leur fragilité et surtout leur amour. C'est terriblement romantique. C'est la première relation de Jens. Il n'a jamais connu personne avant Liz et pour lui, c'est la femme parfaite. Elle est rebelle, elle est passionnée, elle est intelligente. Bon alors quand je dis rebelle, lui il la considère rebelle parce qu'elle fume, elle boit et elle consomme de la drogue, de l'héros, donc de la drogue dure. Et ça, c'est pas très romantique, n'est-ce pas? Mais Jens vient d'un milieu assez conservateur, donc pour lui, on va dire qu'elle est rock'n'roll, en plus d'être intelligente et très convoitée sur le campus. Pour en revenir à notre interrogatoire, Jens s'est interrogé pendant 4 heures environ et il confirme les déclarations de Liz. Ils sont effectivement partis en week-end à Washington District. Ils n'avaient pas d'examen prévu la semaine d'après, donc ils en ont profité. Cela dit, quand les enquêteurs lui demandent pourquoi ils ont autant roulé par rapport au kilométrage, il répond que c'est parce qu'ils ont visité énormément d'endroits à Washington District. Mais il ne parle pas de s'être perdu en route comme l'avait affirmé Liz. C'est bizarre ça. Les enquêteurs lui demandent ensuite s'il peut se soumettre à un prélèvement sanguin et à un relevé d'empreintes, et il refuse, au motif que les Allemands n'aiment pas la police. Ça n'a aucun sens, on le sait. Bon, là les enquêteurs l'informent directement qu'il fait partie de leurs suspects, qu'il est même leur premier suspect, et que le seul moyen de se disculper, c'est qu'il donne son sang et qu'il accepte un relevé de son empreinte du pied. Et après ça, ils le laisseront tranquille. Ok, pas de problème, mais d'abord il a besoin de rentrer chez lui au campus pour y réfléchir. Et dès demain, il reviendra se soumettre au prélèvement. Promis. Il repart du commissariat et le soir même, lui et Liz s'évaporent. C'est l'université qui contacte la police pour les en avertir, puisqu'avant de partir, ils ont laissé 2 lettres d'adieu. La première est adressée aux proches de Liz et elle dit « Mes chers, à quoi bon vivre si on abandonne ceux qui nous aiment et qui nous font confiance ? Je dois enterrer ma vie précédente et suivre Jens et le soutenir. Nous avons les mêmes croyances et nous aspirons la même vie. » La seconde lettre est adressée aux 2 enquêteurs qui les ont interrogés. Et elle dit « Cher Monsieur Reid et Monsieur Gardner,
Je suis certain que vous allez être impliqué dans l'enquête sur ma disparition. Je suppose, monsieur Gardner, que vous êtes impatient maintenant et je ne veux pas vous décevoir. Ce n'est pas totalement vrai. Monsieur Red, étant sûr à 99% de mon innocence, je crains que vous n'obteniez pas une promotion. Bon, ça c'est un petit tacle, parce que pendant son dernier interrogatoire, l'inspecteur Red avait dit à Jens qu'il était sûr à 99% de sa culpabilité. Voilà. Autant vous dire qu'en lisant ces lettres, les autorités comprennent que Jens et Lise ont sans doute quitté le pays, d'autant que les comptes bancaires de Jens ont été vidés et sa voiture est retrouvée le 13 octobre sur le parking d'un aéroport en Virginie. L'alerte est aussitôt donnée à Interpol, mais impossible de mettre la main sur eux. Ni la famille de Lise ni celle de Jens ne savent où ils se trouvent. Ils se sont littéralement évaporés. Sauf que le 30 avril 1986, donc 6 mois après leur disparition, une vendeuse de Londres contacte la police pour dénoncer une suspicion de fraude dans son magasin. Cette femme explique que depuis quelques jours, un jeune homme et une jeune femme achètent des vêtements avec des chèques et le lendemain, ils viennent se faire rembourser et demandent un remboursement en espèces. Ça sent les chèques en bois, ça, non? Des enquêteurs se rendent sur place, ils interpellent le jeune homme et la jeune femme, mais à ce moment-là, personne encore ne sait qu'il s'agit de Jens et Lise. Ils sont conduits au poste de police, ils sont interrogés et ils donnent une fausse identité. Mais ils assurent qu'ils n'ont rien fait de mal. Ok. Des agents de police se rendent dans l'appartement qui est loué à Londres et ce qu'ils découvrent, ce sont des perruques et des dizaines de cartes d'identité et de cartes étudiantes. Tous avec la photo de Lise et Jens, mais avec des noms différents sur chaque document d'identité. Mais comment savoir quels sont les bons documents d'identité du coup? Quand ils confrontent Lise et Jens, ils refusent de leur donner leur vraie identité. Cela dit, l'un des policiers a trouvé un sac dans l'appartement qui contient des dizaines de lettres, toutes écrites à la main, ainsi qu'un journal intime. Il lit les lettres les unes après les autres, elles ont été écrites par un certain Jens et une certaine Lise, et c'est là qu'il comprend qu'il s'agit du prénom de nos deux détenus, mais il n'y a pas de nom de famille. Et d'après leurs nombreux échanges épistolaires, Jens et Lise détestent les parents de Lise, en tout cas c'est ce qui ressort des lettres. Lise ne supporte plus d'avoir ses parents dans sa vie, et elle et Jens leur souhaitent la mort, carrément, et ils projettent même de les tuer lors d'un repas. Mais là encore, ça nous aide pas, on a uniquement leur prénom. Mais en lisant le journal intime que le policier a retrouvé dans les affaires, il trouve une ligne qui date d'octobre 1985 et qui dit « Jens a été interrogé par les inspecteurs Red et Gardner à Bedford. » Bedford, en Virginie? Ça, c'est un sacré coup de pouce, non? Le policier contacte aussitôt le commissariat de Bedford, il demande à parler à l'inspecteur Gardner et quand il l'a au téléphone, il lui demande s'il connaît un certain Jens et une certaine Lise. L'inspecteur Gardner lui répond que oui. Le policier anglais lui demande ensuite si les parents de Lise sont toujours vivants par rapport aux lettres qu'elle a échangées avec Jens. Et là, l'inspecteur lui explique qu'ils ont été brutalement assassinés 1 an plus tôt et que leur fille a pris la fuite avec son copain. Lise et Jens. Voilà comment notre couple a finalement été retrouvé par les autorités américaines grâce aux autorités britanniques. Bon, c'est quand même utile de vous expliquer ce qu'ont fait nos deux tourtereaux pendant ces 6 mois de fuite. Alors en fait, après l'interrogatoire de Jens en octobre 1985, Lise et lui ont pris un avion direction la France. De là, ils se sont rendus au Luxembourg, puis en Yougoslavie, ensuite en Italie, et à partir de l'Italie, ils se sont envolés pour la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande, me direz-vous? Tout simplement parce que Jens est né là-bas pendant l'un des mandats de son père, qui est diplomate. Et dans la mesure où Jens est né là-bas, il pensait pouvoir obtenir la nationalité thaïlandaise. Mais la Thaïlande a dit non. Donc lui et Lise ont acheté plusieurs faux documents d'identité et ils se sont envolés pour Londres. Dans la mesure où ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt international et qu'ils craignaient d'être reconnus s'ils trouvaient un travail traditionnel, on va dire, ils se sont lancés dans l'arnaque aux faux chèques. Ce qui était plutôt facile à cette époque, on va pas se mentir. Bon, en gros, ils achetaient des vêtements avec un faux chèque et le lendemain, ils revenaient dans le magasin se faire rembourser, mais en espèces. Le magasin n'avait pas le temps de constater qu'il s'agissait d'un faux chèque, donc ça passait crème. Et ça leur permettait de se faire du liquide rapidement et facilement. Mais ils se sont fait griller par une vendeuse, et la suite, vous la connaissez, n'est-ce pas? Quand l'inspecteur Gardner échange avec le policier britannique, il lui explique toute la situation. Il ne faut surtout pas relâcher Lise et Jens. Et quelques heures après, l'inspecteur Gardner et le procureur prennent un vol direction Londres pour procéder à l'interrogatoire de nos deux suspects. Le 5 juin 1986, Lise et Jens sont réentendus, mais séparément et par les autorités américaines cette fois. Lise est accompagnée d'un avocat et au début, elle semble collaborer. Elle est même plutôt affable. Mais quand les enquêteurs lui montrent ses lettres, celles qu'elle a écrites et dans lesquelles elle parle de tuer ses parents, elle se renferme complètement et elle décide de ne plus dire un seul mot. Mais dans l'autre salle d'interrogatoire, c'est tout l'inverse avec Jens. Il est très bavard. Et il passe même aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a tué les parents de Lise. Donc c'est bien ce qu'on croyait finalement. Ce qu'il raconte, c'est que le soir du 29 mars, lui et Lise sont effectivement partis à Washington District.
Jusque-là, ça bouge pas. Ils se sont rendus dans un motel, ils ont dormi et le lendemain, dans l'après-midi, il a laissé Lise au motel et il s'est rendu chez les Essom à Lynchburg. Il voulait parler avec eux de sa relation avec Lise. Apparemment, Derek et Nancy n'approuvaient pas sa relation avec leur fille pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est son origine. Un Allemand dans la famille, ça aurait fait tache dans les années 80, sans parler de son origine sociale. Son père est un simple diplomate. Alors, encore une fois, d'après ses dires, les parents de Lise considéraient que leur fille méritait mieux qu'un fils de diplomate, elle méritait un fils de médecin ou d'avocat au minimum. Bon, alors en soi, c'est peut-être vrai, hein, parce que dans les milieux aisés, on se mélange pas, on va dire que c'est un peu du communautarisme d'élite. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Pour en revenir à Jens, il dit que quand il est arrivé devant la grande maison des Essom, il est resté dans la voiture un moment, parce qu'il hésitait. Mais finalement, il est descendu de sa voiture et il a frappé à la porte. Derek lui a ouvert, il l'a invité à entrer, et à ce moment-là, Nancy était à l'étage. Les deux hommes se sont assis autour de la table de la salle à manger qui venait d'être posée par Nancy, et Jens a demandé à Derek s'il bénissait sa relation avec Lise. Et d'après ses dires, Derek lui a dit qu'il ne voulait plus qu'il fréquente sa fille. Et tout serait parti de là. Jens était énervé, il a pété un câble, il s'est levé, et dans la mesure où la table était déjà servie, il a saisi un couteau, il a poignardé et égorgé Derek. Nancy, qui était descendue entre-temps, a tenté de se sauver par la cuisine, mais Jens l'a rattrapé, il l'a poignardé et égorgé à son tour. Puis il est reparti et il a rejoint Lise à l'hôtel. Et il insiste sur un point. Lise n'était pas présente avec lui, elle était à Washington District au cinéma. Alors certes, elle savait où il allait, mais elle ne savait pas ce qu'il comptait faire. Elle n'a rien à voir avec ça. Les enquêteurs informent Lise que Jens est passé aux aveux et là elle demande à être réentendue. Et elle affirme qu'elle est complice des meurtres. Elle savait que Jens allait tuer ses parents. C'est même un plan qu'ils avaient prévu depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que quand on lit les échanges entre Lise et Jens, ils évoquent à plusieurs reprises le meurtre des parents de Lise. Lise s'épanche beaucoup sur le ressentiment et la haine qu'elle ressent pour eux. Elle les détestait, mais quand je vous dis détester, elle les détestait vraiment plus. Elle leur reprochait par exemple de se disputer souvent devant elle, ou encore de l'avoir envoyée en pensionnat en Europe quand elle était plus jeune. À cette époque, elle avait eu l'impression qu'il voulait se débarrasser d'elle, et donc elle avait commencé à nourrir du ressentiment. Et puis, pourquoi se mettait-il en travers de sa relation avec Jens? La seule personne qui la comprenait aussi bien et qui l'aimait aussi sincèrement, elle les détestait. Elizabeth Essom est mise en examen pour complicité de meurtre au premier degré avant les faits, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente au moment des meurtres, mais elle y a participé avant les meurtres, donc elle a préparé le plan avec son copain, et Jens Soering pour meurtre au premier degré. Donc là on parle d'assassinat. Et le procureur fait d'ailleurs savoir qu'il compte requérir la peine de mort contre lui et la perpétuité contre Lise. Et maintenant qu'ils ont avoué, il ne reste plus qu'à les extrader. En attendant, ils sont incarcérés et depuis sa cellule, Lise écrit une longue lettre à Jens dans laquelle elle rompt avec lui. Elle explique qu'elle va assumer ce qu'elle a fait, mais elle ne veut plus avoir affaire à lui. Elle veut se concentrer sur son procès, d'autant qu'elle a prévu de plaider coupable. Elle regrette apparemment vraiment ce qu'il s'est passé. Elle est finalement extradée vers les États-Unis en mai 1987 et au mois d'octobre, son procès s'ouvre en Virginie. Elle accepte un plaidoyer de culpabilité pour complicité de meurtre avant les faits, mais durant la première audience, elle change complètement de version. C'est vrai qu'elle a fait des aveux en Angleterre, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Elle va bien sûr tout nous expliquer. Lise affirme qu'en fait, elle n'était pas au courant que Jens comptait tuer ses parents. Elle a été prise au dépourvu et après ça, elle s'est sentie coincée. Donc elle a avoué. Ce qu'elle raconte, c'est que le week-end du meurtre de ses parents, elle et Jens se sont effectivement rendus à Washington District pour passer du temps en amoureux. Mais le lendemain de leur arrivée, ils se sont violemment disputés. Et la raison, les parents de Lise. Jens leur reprochait de ne pas donner suffisamment d'argent à Lise pour ses petits plaisirs personnels. D'après Lise, ça le mettait hors de lui puisqu'il considérait que dans la mesure où Derek et Nancy étaient riches, ils devaient prendre davantage soin de leur fille. À ce moment-là, Lise a voulu prendre la défense de ses parents, mais Jens était beaucoup trop en colère. Mais d'après Lise, c'était une excuse. Jens détestait ses parents et au moindre truc, il parlait en mal d'eux, parce qu'il savait que Nancy et Derek n'approuvaient pas leur relation. Ce samedi-là, donc au moment de la dispute, Jens lui a dit qu'il voulait parler avec ses parents. Il était hors de question qu'il les laisse leur dicter leurs lois. Il l'a laissé à Washington District et il s'est rendu à Lynchburg, mais elle ne savait absolument pas ce qu'il comptait faire. Elle raconte que dans la nuit de samedi à dimanche, donc au moment du meurtre de ses parents, Jens est venu la chercher en voiture devant le cinéma. Et quand elle est montée dans la voiture, elle a remarqué qu'il avait un drap taché de sang autour de sa taille. C'est comme ça qu'elle a compris ce qu'il avait fait. Mais ils sont rentrés au motel et pendant que Jens se douchait, elle a nettoyé la voiture.
Ok, donc son mec tue ses parents sans qu'elle lui ait rien demandé apparemment, et au lieu d'appeler la police, elle nettoie la voiture. C'est qu'elle n'avait pas le choix. Après tout, elle pensait que Jens avait tué ses parents pour la sauver elle, donc quelque part, elle se devait de le protéger. C'est en tout cas l'impression qu'il lui donnait constamment. Il avait besoin d'elle, sans elle, il n'était rien. Donc d'une certaine façon, elle était sous emprise. Et elle est terriblement désolée pour ça. La fameuse emprise. Bon, autant vous dire que le procureur n'est absolument pas convaincu par cette nouvelle version. Le soir du meurtre de Nancy et Derek, Liz a acheté 2 tickets de cinéma. Donc pourquoi acheter 2 tickets de cinéma alors qu'elle était seule à aller au cinéma? C'est comme si elle cherchait à leur créer un alibi. Mais pourquoi vouloir créer un alibi si elle n'était pas au courant que Jens comptait tuer ses parents? Ça n'a pas de sens. Et puis, si on regarde de plus près leurs échanges épistolaires, Liz et Jens parlaient ensemble de tuer Nancy et Derek les mois précédant les meurtres. Et c'est même plutôt explicite, et Liz ne semble pas du tout sous emprise. Loin de là, c'est même elle qui relance systématiquement le sujet. Donc emprise. Et il y a un autre détail dans cette histoire qu'on apprend durant le procès, justement. Lorsque Liz avait fait ses aveux aux autorités américaines en Angleterre, elle avait déclaré qu'elle en voulait terriblement à ses parents et qu'elle voulait qu'ils meurent. Et la raison qu'elle avait donnée, c'est qu'elle avait été abusée par sa mère, Nancy. Et son père n'aurait jamais rien fait pour l'en empêcher alors qu'il était au courant. C'est pour ça qu'elle leur en voulait au point de vouloir les tuer. Ça, c'est quand même une révélation choc, non? Mais lorsque le procureur demande à Liz durant l'audience si elle réitère ses accusations, elle refuse d'en parler davantage. Il insiste et elle finit par dire que c'était un mensonge. À ce moment-là, la famille de Liz est divisée en 2 clans. Alors, il y a ses frères et sœurs du côté de son père qui la soutiennent et qui lui ont pardonné son éventuelle implication. Et il y a ses 2 frères du côté de sa mère qui ont coupé les ponts avec elle et qui sont persuadés qu'elle a participé au meurtre de leurs parents. Elle était présente d'après eux. Et toujours selon eux, toutes les preuves démontreraient ça. Et c'est ce que pense également le procureur. La police avait retrouvé une empreinte de basket au milieu du sang sur la scène de crime. Et la pointure, c'était du 38-39. C'est la même taille que Liz. La police avait également retrouvé des mégots devant l'une des portes de la maison et la marque, c'était Mérite. Et c'est la marque de cigarette que fume Liz. Bon, cela dit, ça c'est pas vraiment une preuve incriminante en soi, parce que le domicile des parents de Liz, c'était également son domicile à elle, donc c'est pas étonnant qu'on y retrouve des mégots qu'elle aurait fumés. Idem pour ses empreintes, la police en a retrouvé sur une bouteille d'alcool dans le bar de son père. Pour le procureur, c'est une preuve incriminante, mais là encore, c'est le domicile des parents de Liz, donc son domicile à elle. Donc forcément, on va y retrouver ses empreintes. En fait, ce qui est vraiment incriminant durant le procès, ce sont les nombreuses lettres qu'elle et Jens se sont échangées. De très nombreuses lettres dans lesquelles elle parle du meurtre de ses parents 4 mois avant les meurtres. Et dans l'une d'elles, Jens lui dit même que ses parents pourraient mourir lors d'un cambriolage. Ça, c'est quand même très incriminant quand on connaît les circonstances dans lesquelles ont été tués Derek et Nancy. Le 8 octobre, Elizabeth Haysom est reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de complicité d'assassinat avant les faits. Elle est condamnée à 45 ans de prison pour chaque assassinat, soit 90 ans de prison. Et pour ceux qui se demandent pour quelle raison Jens n'a toujours pas été extradé vers les États-Unis, bien écoutez, c'est à cause de la peine de mort. Le procureur a fait savoir qu'il comptait requérir la peine de mort pour Jens, puisqu'il est considéré comme le meurtrier de Derek et Nancy. Et dans la mesure où Jens est un citoyen allemand qui est détenu en Angleterre, ses avocats se battent pour le faire extrader dans son pays d'origine où il n'y a pas de peine de mort. Donc leur procédure retarde son extradition vers les États-Unis, d'autant que Jens fait même appel à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et c'est durant son incarcération en Angleterre qu'il apprend ce que Liz a dit de lui pendant son procès. Lui, un obsédé qui aurait décidé de massacrer les parents de sa petite copine dans un élan de folie et de jalousie. Lui, l'étudiant brillant de 18 ans qui aurait exercé une emprise sur une jeune femme de 21 ans. Lui, le fou qui aurait tout planifié seul. Bon, autant vous dire que le sentiment de ses avocats, c'est que c'est pas bon du tout pour Jens. Il a été dépeint comme un psychopathe presque. Donc s'il est extradé vers les États-Unis, c'est évident qu'il sera reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais l'Angleterre continue de s'opposer à son extradition et il faut attendre 1990 pour que le procureur accepte de retirer la peine de mort pour permettre l'extradition de Jens. Et c'est finalement en janvier 1990, soit 5 ans après les meurtres de Derek et Nancy, que Jens est extradé vers les États-Unis. Son procès s'ouvre en juin 1990 en Virginie et c'est l'un des procès les plus médiatisés et les plus attendus de l'année. Jens se présente à la barre et coup de théâtre.
Tout ce qu'il a avoué en 1987 est faux. Ce n'est pas Lise qui lui a servi d'alibi le soir du 30 mars 1985. C'est lui qui a servi d'alibi à Lise. C'est elle qui aurait tué ses parents pendant qu'il l'attendait à Washington District. Si c'est pas un retournement de situation, ça. D'après Jens, lorsqu'ils se sont rendus à Washington District pour leur escapade en amoureux, Lise lui aurait confié qu'elle avait un gros souci, une dette liée à sa consommation de drogue. Mais pas de panique, on lui avait proposé une petite livraison pour nettoyer sa dette. Elle devait récupérer un colis à Washington District et le livrer à Charlottesville, mais seule. Jens devait l'attendre à Washington District et lui créer un alibi au cas où, les fameuses places de cinéma. Ce que Jens aurait fait sans piper mot. Lise est partie dans la journée et lui est parti acheter des tickets de cinéma. Dans la soirée, il est retourné au motel et il a commandé à manger pour 2 personnes pour renforcer son alibi. Mais Lise tardait, donc il est retourné au cinéma. Et lorsqu'il est rentré au motel, Lise est arrivée quelques minutes après. Et elle était bizarre. Elle s'est assise à côté de lui sur le lit et là, elle lui aurait avoué qu'elle avait tué ses parents. Jens dit qu'il a d'abord cru que c'était une blague, mais il a vite compris qu'elle était sérieuse. Et elle le suppliait de ne pas la laisser tomber. Si elle était arrêtée et jugée, elle serait condamnée à la peine de mort, ce que Jens ne pouvait pas accepter. La femme qu'il aimait condamnée à la peine de mort ? Hors de question. Il dit qu'il a alors eu une fulgurance. Et s'il décidait d'avouer les crimes dans l'hypothèse où il serait arrêté ? Après tout, c'est un citoyen allemand d'à peine 18 ans, il serait renvoyé dans son pays d'origine, et là on le condamnerait à quoi ? 5 ou 10 ans ? C'est rien pour sauver la femme qu'il aime, non ? Voilà pour la version de Jens. Et en ce qui concerne la soirée du meurtre, il est quand même assez précis. Il donne par exemple le nom des films qu'il a vus et leurs horaires, et il se souvient même de la couleur des tickets de cinéma. Et ça, c'est un point important durant ce procès, puisque Lise, de son côté, n'avait pas été capable de fournir ces détails. Elle avait expliqué qu'elle avait consommé de la drogue cette nuit-là, donc elle ne se souvenait de rien. Donc si Jens se souvient de ces détails, c'est que c'est forcément lui qui a acheté les tickets de cinéma, non ? Et si c'est le cas, il ne pouvait pas être à Washington District et Charlottesville en même temps. Alors en théorie oui, mais les preuves recueillies sur la scène de crime sont plutôt incriminantes. Vous vous souvenez que la police scientifique avait retrouvé du sang avec un profil génétique O ? À quel groupe appartient Jens ? O. Bon, après, il faut quand même souligner que plus de 40% de la population est du groupe O. Mais vous vous souvenez que la police avait aussi isolé sur la scène de crime 2 empreintes au milieu du sang. Une empreinte de chaussure qui correspond à un 38-39 et une empreinte de pied de taille 42 qui portait une chaussette. Et la taille et la forme du pied correspondent au pied de Jens. Bon, ça fait quand même quelques petites coïncidences. Cela dit, le cheveu retrouvé dans le lavabo de la salle de bain ne correspond pas aux cheveux de Jens. Mais pour le procureur, ce sont des preuves suffisantes. Et c'est vrai que c'est quand même assez troublant, tout comme les aveux détaillés de Jens en 1987. Il avait par exemple dit que lorsqu'il s'était rendu chez Derek et Nancy, la table était servie. Et c'est vrai, il s'apprêtait à passer à table. Et il avait même précisé que sur le trajet pour retourner à Washington District après les meurtres, il avait percuté un chien. Et là aussi, c'est vrai, un chien mort avait été retrouvé sur la route près de la maison des Haysom. Donc comment aurait-il pu savoir tout ça s'il n'était pas sur place ? Pour l'avocat de Jens, c'est Lise qui avait donné tous ces détails à Jens. Donc ça ne prouve rien. Il y aurait bien une preuve qui aurait pu déterminer avec certitude qui entre Lise et Jens ment. Mais elle a été détruite. Bon, je m'explique. Le soir du meurtre, Lise comme Jens ont déclaré qu'ils ont commandé à manger au motel pour renforcer leur alibi. Si un employé a monté un plateau repas dans la chambre, il a forcément fait signer un reçu. Et dans la mesure où la chambre a été louée avec la carte bancaire de Jens, c'est la signature de Jens qui a dû être apposée sur le reçu. Lise dit qu'elle a imité la signature de Jens et Jens dit qu'il a signé. En vérifiant le reçu, ce sera facile de déterminer si c'est la vraie signature de Jens ou une imitation. Et là, on aurait pu avoir la réponse, indiscutable en quelque sorte. Mais le problème, c'est que le motel détruit régulièrement ses reçus. Rien n'est encore informatisé. Et les reçus de 1985 ont été détruits depuis fort longtemps déjà. Pour l'avocat de Jens, c'est cette preuve qui aurait pu le disculper. Bon, ok, admettons que Jens dit vrai, c'est bien Lise qui a tué ses parents et Jens lui a servi d'alibi. Mais pourquoi est-ce qu'il a réitéré ses aveux devant un procureur allemand après l'extradition de Lise ? À ce moment-là, elle avait rompu avec lui. Donc pourquoi attendre son procès pour se déclarer innocent ? Est-ce qu'il n'aurait pas décidé de se rétracter pour se venger de Lise et des propos qu'elle a tenus durant son procès à elle ? Après tout, d'après la version de Lise, il était fou amoureux d'elle et il aurait décidé de tuer ses parents pour elle, pour la libérer.
Et voilà qu'elle le traite de fou maintenant. Ça, c'est quand même une bonne raison pour se venger, non? Mais ce que dit Jens, c'est que s'il a maintenu ses aveux devant le procureur allemand, c'était pour être sûr d'être extradé en Allemagne, ce qui lui évitait la peine de mort. Bon, me demandez pas le sens de tout ça, j'en ai aucune idée. Et durant le procès, il y a un nouveau petit coup de théâtre, mais concernant les présumés viols que Lise aurait subis de la part de sa mère. Vous vous souvenez qu'elle avait déclaré aux enquêteurs que sa mère l'avait violée quand elle était plus jeune, puis elle s'était rétractée pendant son procès en 1987. Ça, vous vous en souvenez. Il s'avère que la police a procédé à une nouvelle perquisition du domicile de Haysom et des agents ont retrouvé des photos très cheloues dans les affaires personnelles de Nancy. Des photos de sa fille nue. Beaucoup de photos. Et pendant son procès, Jens déclare que Lise lui avait confié qu'elle avait été abusée par sa mère. Elle lui avait dit que c'était un secret de famille et qu'elle détestait ses parents pour ça. D'ailleurs, quand elle est réinterrogée pendant le procès de Jens, elle finit par dire que c'est vrai. Sa mère aurait abusé d'elle. Ça donne un sacré mobile à Lise, non? Et pour le jury, ce que ça laisse penser, c'est que c'est elle qui a commandité le meurtre de ses parents. Donc même si c'est pas elle qui a tué Derek et Nancy, elle était au courant puisqu'elle fournissait le mobile. Et pour le procureur, Jens est forcément impliqué. Il a le même groupe sanguin que celui retrouvé sur la scène de crime, la même forme et pointure que l'empreinte de pied. Et dans les lettres qu'ils s'échangeaient, lui et Lise, il parle de l'aider à faire disparaître ses parents. Ça fait beaucoup pour un petit bonhomme, ça. Mais il continue de clamer son innocence. En fait, l'un et l'autre se rejettent la balle. Lise dit que c'est lui qui a tué ses parents. Et finalement, oui, elle admet qu'elle était au courant de ce qu'il allait faire. Et Jens affirme qu'il a simplement servi d'alibi, mais qu'il ne savait pas ce qu'elle comptait faire à ses parents. Il a simplement voulu protéger la femme qu'il aimait. Mais à l'issue de son procès, Jens est reconnu coupable de 2 meurtres au premier degré. Il est condamné à 2 peines de prison à vie. Et 4 mois après son procès, il accorde une interview téléphonique à un show américain, durant lequel il réaffirme son innocence. Il n'a rien fait et il compte faire appel pour rétablir la vérité. Il est à présent entouré d'une nouvelle équipe d'avocats qui ont remarqué plusieurs éléments dans l'enquête qui pourraient constituer des preuves à décharge. Alors tout d'abord, la description qu'il avait donnée de la scène de crime quand il avait été interrogé en Angleterre en 1987. Il avait dit par exemple que Nancy portait un jeans au moment des meurtres et qu'il l'avait tuée près d'une porte. Donc son corps était allongé près d'une porte. Eh bien ces 2 points sont faux puisqu'elle portait une sorte de kimono ou de robe d'intérieur comme je vous l'avais dit au départ et on l'a retrouvée au milieu de la cuisine. Il avait dit aussi qu'avant de mourir, Derek lui avait demandé pourquoi tu me fais ça? Et en fait ça c'est médicalement impossible puisque le larynx de Derek a été tranché. Donc il ne pouvait plus émettre de son. Et pareil pour l'emplacement du corps de Derek, Jens avait dit qu'il était avachi sur l'embrasure de la porte alors qu'en fait il était allongé devant la porte. Pour les avocats de Jens, les détails qu'il a fournis correspondent bien à la scène de crime mais uniquement pour les détails superflus, comme si on lui avait raconté la scène de crime. C'est-à-dire que Lise lui aurait raconté tout ça. Mais les mois et les années qui suivent, ces appels sont systématiquement rejetés. Un en octobre 1991, un autre en novembre 1991 et un dernier en avril 1997. Ces avocats se tournent alors vers la Cour suprême, mais en avril 1998, la demande est rejetée. De son côté, Lise ne fait pas appel, mais bon, de toute façon, elle avait accepté un plaidoyer de culpabilité, donc elle se fait très discrète en prison et c'est même une détenue modèle. Et c'est d'ailleurs la même chose pour Jens, même s'il continue de clamer son innocence, c'est un détenu sans histoire. En prison, il a commencé à s'intéresser à la foi et au fil des années, il est devenu très croyant et très pratiquant. Il s'est converti au catholicisme. Il me semble qu'il était protestant avant ça, puisque l'Allemagne, la religion en Allemagne, c'est le protestantisme. Donc oui, si je vous dis pas de bêtises, avant ça, il était protestant. Bref, il s'investit corps et âme dans la vie religieuse de la prison et il devient très proche de l'aumônier de la prison. Si proche que l'aumônier finit par épouser sa cause. Oui, il le pense innocent. Et il considère que Jens doit être renvoyé vers son pays, l'Allemagne, pour lui permettre d'être libéré de prison. Si Jens est renvoyé en Allemagne, il sera automatiquement remis en liberté, puisqu'à ce moment-là, donc 2006-2007, il a déjà effectué 20 ans de prison. Alors en Allemagne, la perpétuité, c'est 15 ans incompressibles minimum. Ensuite, le tribunal des libérations conditionnelles pourra décider si vous êtes ou non libérable. Là, si Jens retourne chez lui, il y a de grandes chances qu'il obtienne sa conditionnelle. Dites-vous que l'aumônier est tellement convaincu de l'injustice subie par Jens qu'il parle de cette situation à son diocèse pour qu'il plaide sa cause auprès de l'État. Le diocèse, c'est une circonscription ecclésiastique qui fait autorité et qui a du pouvoir grâce à ses réseaux. Et effectivement, l'évêque de Richmond contacte l'un de ses amis qui n'est autre que le gouverneur de l'État de Virginie, Tim Kaine. Le 12 janvier 2010, Tim Kaine, qui est en fin de mandat, approuve l'extradition de Jens Soering en Allemagne. Mais c'est sans compter sur Lise qui, du fond de sa cellule, ne compte pas le laisser s'en sortir comme ça.
Moins de 24 heures après, elle donne une interview écrite à un grand journal américain dans lequel elle déclare qu'elle n'aurait aucun mal à admettre que Jens est innocent si c'était vraiment le cas. Il est coupable. À la suite de quoi, le gouverneur entrant, Bob McDonnell, annule aussitôt l'extradition de Jens. Alors Jens a bien sûr réagi aux propos de Liz, et d'après lui, si elle maintient qu'il est coupable, c'est parce qu'elle espère elle aussi bénéficier de la libération conditionnelle un jour. Si elle revient sur ses déclarations, elle admet implicitement que c'est elle qui a tué ses parents. Donc ça lui sera impossible de sortir de prison. Impossible. Lui, comme je vous l'ai dit, continue de clamer son innocence, bien évidemment, même si chaque recours lui est systématiquement refusé. Mais en 2016, le gouverneur de l'État prend une décision qui va bouleverser l'affaire. Parmi les mesures qu'il a mises en place dans l'État de Virginie, Bob McDonnell ordonne que toutes les affaires criminelles dont les échantillons sont en attente en laboratoire devront être prises en charge le plus rapidement possible. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément bien compris cette partie de l'histoire, mais disons que j'en ai déduit qu'il y avait du retard au niveau de la prise en charge des preuves médico-légales de certaines affaires criminelles dans l'État, sans doute à cause de coupes budgétaires antérieures. Donc le gouverneur a mis un coup de pression pour que les laboratoires s'occupent de toutes les preuves médico-légales en attente, même les plus anciennes. Et parmi ces affaires criminelles anciennes, il y a le meurtre de Derek et Nancy Haysom. Souvenez-vous qu'en 1985, on avait retrouvé des preuves sur la scène de crime, mais la science n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui, notamment pour l'analyse de profils génétiques. On savait par exemple que du sang du groupe O avait été recueilli près du corps de Derek et qu'il ne lui appartenait pas, mais on ne pouvait pas encore en extraire de l'ADN. Et à présent, c'est possible. Les résultats tombent, l'ADN retrouvé sur la scène de crime n'appartient pas à Jens, ni à Liz d'ailleurs, mais ça on le savait depuis le début puisqu'elle n'est pas du groupe O. Et on a également retrouvé un second ADN masculin sur la scène de crime, AB. Et là encore, c'est un ADN inconnu. Autant vous dire que quand les avocats de Jens reçoivent ces résultats, il n'y a qu'une seule explication possible pour eux. Le soir des meurtres, Liz s'est rendue à Charlottesville avec 2 hommes, et ce sont ces 2 hommes qui ont tué ses parents. Malheureusement, ces ADN ne matchent avec aucun ADN déjà enregistré sur la base de données des États-Unis, le CODIS. Mais pour les avocats de Jens, eh bien, c'est une preuve irréfutable de son innocence. Et dès 2017, avec cette nouvelle preuve qui est censée disculper Jens, son affaire est relayée par la presse à l'échelle internationale. Un citoyen allemand victime d'une injustice aux États-Unis, potentiellement innocenté par la reine des preuves, l'ADN. Ça laisse personne indifférent, ça. Jens va jusqu'à demander la grâce présidentielle. Il est innocent. Il envoie même plusieurs courriers au gouvernement allemand pour demander son aide. Et son affaire prend un vrai tournant politique, puisque le président allemand de l'époque se déplace aux États-Unis pour plaider la cause de Jens. Et ça marche, les gars. Ça prend quelques années, mais ça marche. Le 25 novembre 2019, Jens Soering obtient la libération conditionnelle après 32 années d'incarcération. Et Elizabeth Haysom aussi. Dès leur sortie de prison, ils sont tous les deux extradés vers leur pays d'origine, Jens vers l'Allemagne et Liz vers le Canada. Et inutile de vous préciser qu'ils n'ont plus le droit de mettre un pied aux États-Unis. Et pour répondre à ceux qui se demandent pourquoi l'État les a relâchés tous les deux, tout simplement pour éviter qu'on trouve cette situation injuste. En fait, c'était une sorte de cul-de-sac. Jens ne pouvait pas être rejugé puisque tous ses recours ont été rejetés, il ne pouvait pas être innocenté comme ça. Donc la seule solution, c'était soit la grâce présidentielle, soit la libération conditionnelle. Ou alors peut-être l'extradition vers l'Allemagne pour que ce soit l'Allemagne qui le libère, mais je pense que le président américain de l'époque ne voulait pas prendre la responsabilité de sa libération, puisque concrètement, il n'y a aucune nouvelle preuve irréfutable de son innocence. Ok, l'ADN retrouvé chez Nancy et Derek n'est pas le sien, mais ça prouve pas qu'il n'y a pas mis les pieds. Donc la seule voie, c'était la libération conditionnelle. Et il fallait que Liz soit aussi libérée, sinon ça aurait été incohérent, les gars. Jens a été reconnu coupable des meurtres au 1er degré, et Liz de complicité avant les faits. Si Jens est libérée, elle doit forcément l'être, elle aussi, puisque les chefs d'accusation de Jens sont plus graves que les siens. Et que ce soit clair, ils n'ont pas été innocentés, aucune décision de justice ne reconnaît ça. Officiellement, ils ont été libérés parce que la justice considère qu'ils ont purgé leur peine. À son retour en Allemagne, Jens a été accueilli comme un héros, que dis-je, comme un martyr. Il est aussitôt devenu une personnalité publique, il est régulièrement invité sur des plateaux télé pour parler de son expérience et de sa mésaventure. Et il a même écrit un livre, Le Retour à la vie. Cela dit, il n'a pas le droit de dire publiquement que c'est Liz qui a tué ses parents, pour des raisons légales. Il peut simplement dire que lui n'a rien fait. Voilà. We were convinced that the police would basically right on her heels. We thought she would be the obvious suspect. It was known that she had a bad relationship with her parents, and she had a history of drug abuse. So who is the police going to come after but their junkie daughter, right? The police should have been very suspicious about my false confession, but the police wanted to solve the case
at the expense of getting it right. Liz, de son côté, a été accueillie plus discrètement au Canada et elle s'est installée chez sa famille paternelle qui lui avait pardonné à l'époque. Quant à ses frères, du côté de sa mère, ils ne lui ont plus jamais adressé la parole et ils maintiennent qu'elle était forcément présente la nuit des meurtres. Depuis, elle a changé de nom et elle a choisi, à la demande de sa famille paternelle, de ne plus jamais donner d'interview pour préserver leur tranquillité. Maintenant, concernant les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire à l'époque, vous savez, les inspecteurs Red et Gardner, pour ne citer qu'eux, il y a le sentiment ou même la conviction que tous les deux l'ont fait. Jens avait été interrogé plusieurs fois après son arrestation en Angleterre en 1987. Et par moments, il avait fait quelques lapsus avant de se reprendre rapidement. Quand il avait parlé par exemple de son trajet de Washington District à Lynchburg, il avait dit « pendant notre trajet vers ». Notre trajet ? Bon, à ce jour, lui et Elisabeth sont les seuls finalement à détenir la vérité, n'est-ce pas ? Voilà tout pour cette affaire. Franchement, quelle affaire. Alors pour ma part, j'ai les mêmes conclusions que le documentaire Netflix que je vous recommande parce que ce sera 1000 fois mieux que ma vidéo artisanale YouTube. Pour moi, tous les deux l'ont fait. Je me laisserai pas avoir par le sourire Colgate de Jens. Et j'espère que j'ai quand même le droit de dire ça parce que je suis en France, Europe. J'espère que j'ai le droit de dire ça. Mais bon, en tout cas, voilà. On ne mourra pas comme ça, genre. Et pour les abus que Liz aurait subis de la part de sa mère, alors pour moi c'est pas forcément impossible. Le souci, parce que ça a beaucoup été remis en question, on a dit que c'était une grosse mytho, etc. Mais en fait le problème dans le cas de Liz, c'est que dans la mesure où elle a beaucoup menti tout au long de cette affaire, à la fin on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, bon, je sais pas. Vous, mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ceux qui la connaissaient, mettez aussi un commentaire, écoutez, soyons fous. Et puis, dans la mesure où ce tournage a duré très longtemps, parce que ma batterie a déchargé à plusieurs reprises, j'arrête ici et right now, parce que je suis KO. Donc, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.